Radio Galère 88.4. Radio Galère 88.4, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Et comme d'habitude, c'est les débats, la culture, la politique, les infos, vos dédicaces, les coups de cœur et les coups de gueule, bien sûr. Et sans plus tarder, on commence en musique.
bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes là comme on le fait tous les samedis avec vous sur l'émission du plateau du Sénégal. Donc le plateau du Sénégal qui a lieu tous les samedis de 11h à 12h30 bien sûr avec Richard et moi-même. Voilà donc Richard, aujourd'hui vraiment nous sommes assez débordés voilà, pour parler de l'actualité qui est très vaste. Voilà, et comme vous le savez, nous allons avoir Baba Aïdara, le grand journaliste d'investigation depuis les États-Unis, pour parler justement du Sénégal, pour parler du pétrole qui va donc, en tout cas, jaillir au niveau du Sénégal, pour parler des cartes nationales d'identité, pour parler du train express régional que le Sénégal veut, en tout cas, signer avec la société française Alstom. Et croyez-moi, avec le journaliste, nous allons rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qu'on cache au peuple sénégalais ou des choses qui sont très sombres. Et voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour en discuter avec vous. Et vous pourrez participer à l'émission en nous appelant au 04 91 028 10 et à nous écouter partout où vous êtes dans le monde sur www.radiogalère.org. Donc, bien sûr, vous me laisserez démarrer avec lui pendant au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour poser les questions, pour essayer vraiment d'éclaircir les sujets. Et après, on reviendra bien sûr avec vos questions. Mais Richard, en attendant, nous sommes endeuillés au Sénégal. Et oui, nous avons eu le rappel à Dieu de Serigne Bass Bara Mbacké, qui est un grand dignitaire au niveau en tout cas du Sénégal, au niveau de Touba. Donc nous avons vraiment murit yëpp. Et puis aussi dans cette page nécrologique, vraiment nous vous annonçons le décès d'un étudiant sénégalais ici à Aix-en-Provence, Souleymane Sow, qui était en master d'économie. Souleymane Sow donc qui nous a quitté cette semaine, et c'est l'occasion vraiment de remercier des jeunes comme le président des Sénégalais de Marseille, des étudiants sénégalais, Idrissa Fall Cissé, qui a beaucoup fait, qui s'est beaucoup démené vraiment pour régler en tout cas tous les détails, tout ce qui est attrait en tout cas au rapatriement de son corps au Sénégal. Et c'est l'occasion aussi de remercier Mbaye Diop, donc de la mosquée Bilal, qui aussi s'est associé à Idrissa Fall pour vraiment faire le nécessaire. Voilà, mais Richard, en attendant, week-end, enfin dans la semaine, nous allons avoir aussi le Gamou de Tivaouane. Et pour cela, sans plus tarder, nous allons à l'antenne pour prendre El Hadj Ibou Mbaye qui va nous faire un communiqué concernant la ville de Marseille. Allô. Allo, salam alaikum. Maaleykum salam, El Hadj Ibou Mbaye, ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay, ñu ngi nuyu toute la communauté sénégalaise, fàttewuñu kenn. Di jaale suñu sëriñ boobu, di ko jaale suñu mbokku murit yi, suñu mbokku tijaan yi, suñu mbokku jullit yi yëpp tamit fàttewuñu kenn quoi. Di ko ñaan yàlla xaraka àjjana. Xale boobu tamit étudiant boobu gaañu si étudiant Souleymane Sow, yàlla na ko yàlla xaral jana. Amiin. Ñooñu tamit li si def démarche yi si def yëpp yàlla na ko yàlla fay. Amiin. Loolu rek moom mooy àddina, ndi ci moom bu fi jógee moom ñu nekk si gannaawam rek ko mën a taxawu quoi. Tout à fait. Yàlla na leen yàlla fay quoi jaay fay di te tamit di ko jaale toute la communauté sénégalaise quoi. Voilà. waaw gannaaw loolu tamit dafa nekk xam nga àddina moom noonu la demee ko dafa am xew-xew boo xam ni moom wane na boppam muy gàmm bi nga xam ni àla dëgg maam yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax ñu koy def muy le jeudi prochain incha allah. Bon léegi nag dañ ko doon yëgal toute la communauté sénégalaise di ko yëgal ñëpp fàttewuñu kenn nag tu vois di leen xamal ni ça commence après gué ñu gilee gué rek après ñu reer suñu reeree yéeg si kaw, on va manger en bas mais en haut ñu yéeg si kaw après commencer gàmm gi ba vers le coup de minuit, comme nit ñi dañuy xëy liggéey le lendemain vers le coup de minuit 1h, mais reer bi nag lañuy jiital quoi ay jaxate yeeg kii yeeg yooyu ñooñu war a ko mën a yëg quoi xam ne daal mën nañ ñëw julli si gée daal bu ñu jullee gée rek pare rek julli kii après ñu yéeg si kaw suñu njegeen commencé gàmm inchaallah nu daal lan ko kiyee. Bon ma ne woon nag naa ko wax toute la communauté, wax ko ñëpp nag ñu ngi leen di xaar di leen tamit di leen tatagal bu baax, di leen xamal ni daal yëf yi seen yëf la, yëf ñëpp la nag quoi. Mais nag ñooñu fi jógee tamit yàlla na leen yàlla xare àjjana.
yaay Seydou yéen tamit seen liggéey bi ngeen di def yàlla leen ci yàlla may avancement bu baax a baax parce que lii dafa am solo am foo xam ni tey jii boo amee lu la metti wala am loo xam ne da nga koy yëgle wala dafa am lu lay kii ñu am benn point boo xam ne stratégique léegi nag rajo bi mooy point de rassemblement. tu vois moo tax ñun ñëpp tamit ku ci am problème rek wala ku ci am looy bëgg a wax rek da ngay ñëw daw ci rajo bi kon nag yéen tamit yéen ñi nekk ci rajo bi di ñu accueillir yàlla na leen yàlla defal jàmm. amiin yàlla na leen yàlla taxaw bu baax a baax taxawu seen njaboot. yaakaar naa ni daal Lamine loolu laa doon wax xam naa ni bu subaa tamit war naa ñëwaat pour wax ko fële si Mamadou Ndiaye. incha allah bu soobee yàlla. incha allah kon nag da xam naa ni du ma yàggal parce que xam naa ni seen programme tey moom te yow tamit voilà dafa xaw a diis. tout à kon fait daal que ñëpp yëge noonu yow tamit bàyyi nan la ko xam naa ne après bu émission bi kii rek nga fàttaliwaat ko nit ñi quoi incha allah. amul benn problème et puis incha allah comme je te l'ai dit di nga ñëw ci plateau bi ñu waxtaan ci yu bëri. en tout cas voilà merci beaucoup incha allah kooku sa promis kooku moom incha allah bu soobee yàlla bés boo ko bëggee rek prépare bien ton terrain rek man pare naa incha allah. incha allah dinañ ko def fàttali nit ñi tamit ñu ngi koy defee ci mosquée Bilal bi nga xam ni alors dégg nga maam fa lañ ko daan defee chaque année incha allah bu soobee yàlla mooy mosquée Bilal mooy mosquée bi nekk ci wetu gare Saint-Charles bi ko voilà bu ñëwee nag tamit ñu ñaanal laale suñu mbokk yooyu fi jógee ñoom ñëpp nag ak xale boobu Sow. ñu koy ñaanal yàlla di ñaanal tamit association des jeunes étudiants ñuy xale yu xarañ na gis naa leen ñëw mos nañ ñëw fii ci kër bi toog nañ waxtaan mais ay xale yu xarañ lañu yu ñu war a ñaanal nag voilà tamit di leen encourager bu baax a baax di tamit remercier Mbaye Diop di ko ñaanal moom tamit yàlla defal ko jàmm ak mboolem ji. merci beaucoup merci beaucoup El Hadji Mbaye. ok merci au revoir. jërëjëf au revoir. Au revoir. Voilà Richard, donc je te laisse continuer avant qu'on aille prendre Baba Aïdara. Oui, Richard, donc avant de décoller vers les États-Unis pour retrouver notre journaliste d'investigation Baba Aïdara, il y a quand même quelques communiqués ici dans la région de Marseille. Et comme vous le savez, nous avons assisté en tout cas à de l'esclavage encore en Libye. Et aujourd'hui, Marseille va s'organiser et du coup, nous allons aller prendre donc l'organisateur de cette manifestation d'aujourd'hui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous pouvez nous dire qui êtes-vous et pourquoi cet appel? Alors moi, je suis SNP, je suis un artiste marseillais, un artiste rappeur et beatmaker. Et voilà, c'est moi qui ai lancé l'initiative par défaut parce que dans la ville de Marseille, je voyais que les choses ne bougeaient pas. Avec une grande ville cosmopolite comme Marseille, il se passe quelque chose, un tournant dans l'histoire du monde, des Noirs dans ce monde, des atrocités et qu'il y avait, voilà, personne ne se bougeait. Du coup, j'ai lancé l'initiative et il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi pour défendre cette cause qui est de défendre les droits des Noirs, de ce qui se passe en Libye, l'esclavage contre les populations noires. D'accord. Et donc cet après-midi, vous allez marcher? Donc cet après-midi, j'ai appelé un rassemblement qui se passera à côté du Bricorama du Prado. Ce sera un rassemblement pacifiste pour dénoncer ces actes. Donc on appelle toute la population marseillaise à nous rejoindre. Toute personne qui défend avec le minimum d'humanité les droits de l'homme devrait être là, voilà, pour nous aider à se faire entendre. D'accord. Et donc ce sera à quelle heure? À partir de 14h. À partir de 14h, on a l'autorisation de le faire à cet endroit, devant le Bricorama du Prado. Donc il y a plein d'associations qui nous ont rejoints dans le combat, notamment la Ligue des droits de l'homme qui a réussi à nous avoir
l'autorisation. Donc on appelle toute la population marseillaise, toute communauté confondue, à rejoindre ce mouvement qui n'est pas qu'un mouvement pour les Noirs, c'est un mouvement pour toute l'humanité. À un moment donné, faut sortir des maisons. C'est pas que sur Internet qu'on va défendre le droit de ces gens. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce communiqué et j'espère qu'il y aura assez de monde pour pouvoir justement défendre cette cause noire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc vous êtes sur les ondes de Radio Galère, www.radiogalère.org et comme je vous l'ai dit, Richard, donc en attendant d'aller voir Baba Aïdara depuis les États-Unis, je te laisse tout simplement continuer en attendant qu'on rentre en contact avec lui pour parler justement des malversations, en tout cas financières, au niveau des différents contrats juteux de l'État du Sénégal, mais aussi avoir des éclairages sur le fonctionnement, en tout cas les magouilles. En tout cas, nous allons discuter de tout cela avec Baba Aïdara et vous pourrez participer au 04 91 08 28 10, mais vraiment plus tard, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas le temps, Richard, de prendre beaucoup d'auditeurs. C'est surtout aujourd'hui un jour d'éclairage. On veut comprendre, nous avons le droit de comprendre, même si nous sommes hors du Sénégal, même si nous sommes dans la diaspora, et grâce justement à des journalistes d'investigation qui vont chercher avec des documents à l'appui, vraiment toutes les informations qui nous sont utiles. Eh bien, tout simplement, Richard, on va écouter de la musique avant d'en discuter avec lui. Voilà Richard, donc comme on l'a dit tout à l'heure, nous allons donc aller retrouver Baba Aïdara depuis les États-Unis pour parler justement de l'actualité du Sénégal, pour parler des sujets qui nous intéressent et donc tout simplement, naturellement, l'actualité, Richard, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, qui est arrêté aux États-Unis. Et donc, nous voulons en savoir un peu plus avec Baba Aïdara, lui qui vit sur place. Allô? Allô, Lamine, comment vous allez? Ça va bien, merci Baba Aïdara. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que chez vous, il est 5 h du matin. Voilà, en tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir sur nos antennes, mais comme on dit, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le Sénégal, ça vaut le coup de se réveiller à 5 h du matin et ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, donc je disais pour juste la première question, voilà, vous êtes un grand journaliste d'investigation, connu en tout cas dans le monde et surtout au Sénégal, parce que c'est vous qui défrayez la chronique avec justement vos investigations sur le pétrole, sur le TER, sur les cartes nationales d'identité, etc., etc. Mais comme je l'ai dit tout de suite, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, qui a été longtemps ministre des Affaires étrangères de 2000 à 2009, vient d'être arrêté aux États-Unis. Qu'en est-il exactement? Oui, actuellement, c'est une information évolutive.
On est en train de suivre ça car lundi, il doit être présenté devant un juge de Manhattan. Ce qui est sûr, la somme demandée est faramineuse. C'est une bagatelle de $1 million comme bail bond, ce qu'on appelle bail ici, une caution pour qu'il soit libéré et il peut être assigné en résidence surveillée avec une surveillance électronique. Pour le moment, on travaille avec son avocat pour avoir beaucoup plus d'informations. Mais quand même, là où j'ai un peu de problème avec l'avocat de Cheikh Tidiane Gadio, c'est sa manière de vouloir manipuler la presse sur ses sorties. Parce que j'ai vu quelque part où il disait que Cheikh Tidiane Gadio n'aura pas besoin, c'est déjà négocié, il ne va pas déposer la caution de $1 million. Et aussitôt, la presse sénégalaise saute sur l'information et divulgue ce que j'appelle une fausse information. Car le système juridique américain marche comme ça depuis longtemps. Comment? Quand c'est seul les cas de l'immigration qu'on ne demande pas les 10% de la somme, c'est-à-dire de la caution. Sur les actes comme sur des dossiers comme le cas de Cheikh Tidiane Gadio, comment ça se passe? Quand on demande une somme, l'accusé n'a pas besoin de déposer toute la somme demandée. On appelle ici les gens que l'on qualifie les bondsmen. Les bondsmen, ils te demandent les 10% de la somme demandée. Maintenant, avec ces 10%, ils vont prendre la responsabilité devant le juge américain que tu seras de retour auprès du juge quand tu seras convoqué au tribunal. D'accord. Voilà pourquoi... Oui, donc je sais qu'actuellement vous êtes en train de nous parler de la procédure avec bien sûr l'avocat, mais Cheikh Tidiane Gadio, on l'accuse d'avoir pris 200 millions de francs CFA, c'est vrai ça? Bon, c'est sur le cas du Tchad, on parle de $400 000, soit 200 millions. Maintenant, pour Cheikh Tidiane Gadio, les 200 millions, c'est ce qu'on devait lui payer pour avoir travaillé sur ce dossier. Maintenant, c'est-à-dire que ce sont pour ses services. C'est là où la question demeure. Comment? Parce que Cheikh Tidiane Gadio, on sait qu'il a déjà sa compagnie. Bon, on dit qu'il a sa compagnie de consultants. Maintenant, cette firme de consultance-là, c'est registré où? C'est là où aussi demeure une autre question. Là aussi, il y a une question. Là où il a registré cette compagnie. Au Sénégal, aux États-Unis d'Amérique, en Tchad, on ne sait pas. Parce que la plupart du temps, les ministres sénégalais nous disent que nous avons une compagnie de consultance, firme de consultance, etc., etc. Mais on ne sait pas si c'est registré où. L'argent dont on parle, c'est en 2014. Est-ce que Cheikh Tidiane Gadio a payé des taxes sur ces 200 millions de francs CFA? Où? Quel pays? Ce sont des questions qui vont surgir. Est-ce que Cheikh Tidiane Gadio a la nationalité américaine? Mais en revenant maintenant sur ta question sur les $400 000, les $400 000, il déclare que c'est la compagnie chinoise dont la compagnie chinoise qui l'avait sollicité je peux dire comme en forme d'intermédiaire. J'allais dire intermédiaire. Comme il disait qu'il jouait un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement tchadien, pas le gouvernement tchadien, mais le président tchadien Idriss Déby et la compagnie chinoise. Car la compagnie chinoise avait reçu une amende du gouvernement tchadien sur une bagatelle de 2 milliards de dollars américains sur des questions environnementales. Le problème commence à partir de là-bas. C'était une sanction du gouvernement tchadien envers la compagnie chinoise. Maintenant, cette compagnie chinoise est intervenue
auprès du gouvernement tchadien, il y avait un niet catégorique du gouvernement tchadien. Il fallait payer les 2 billions US, les 2 milliards de dollars. C'est à partir de là qu'en 2014, que cette compagnie chinoise a rencontré l'ex-diplomate sénégalais, en l'occurrence Cheikh Tidiane Gadio, pour que ce dernier puisse parler à son ami, le président Déby. Ce que Cheikh Tidiane Gadio a fait, il a parlé directement au président et non au gouvernement tchadien. Étant un ami très proche de Déby, Déby a pu accepter 2 millions de dollars. Maintenant, la question ici, est-ce que ces 2 millions de dollars, il les a portés dans une valise ou ça a passé par ce fameux compte dont on parle de New York? Si la transaction est passée à partir de New York, il y a, et pour le gouvernement américain, cet argent, c'était de l'argent d'abord sale. Ils disent que c'est de l'argent sale parce que la compagnie avait déjà un problème en Virginie. La compagnie chinoise, en l'occurrence, avait un problème en Virginie. Et deuxième, la transaction qui est passée à partir d'une banque américaine, et surtout le FCPA, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de la corruption aux États-Unis, ont déjà un droit de regard sur ce montant envoyé au président Déby. Et pour les Américains, cette transaction est une transaction irrégulière qui, dit-on, est une forme de corruption pour gagner une licence de pétrole. Car au-delà d'éliminer la sanction sur cette compagnie pétrolière, mais en même temps, c'est de faire gagner cette compagnie pétrolière des licences au Tchad. Au fait, c'est ça. Donc, ils disent que Cheikh Tidiane Gadio, les 2 millions de dollars, c'était un pot de vin destiné au président Déby pour que ce dernier puisse accorder déjà des licences d'exploration et d'exploitation à la compagnie chinoise et aussitôt d'annuler l'amende que le gouvernement tchadien a pu imposer aux Chinois. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis voilà, je sais que grand, je suis obligé de te couper parce que nous avons plein de choses à dire et tous les dossiers sont chauds et nous, les dossiers les plus chauds, on va les traiter après. Ce sera bien sûr le pétrole. Donc je vais encore te poser une autre question et si tu peux être juste assez court pour qu'on puisse débattre de tout cela. Le problème des cartes nationales d'identité. Man midi ak plein d'autres, nous n'avons pas reçu nos cartes d'identité sénégalaises, nos cartes électorales. Est-ce que mën nga ñu ci wax xaalis bi ñu ci dépensé 50 milliards parce qu'apparemment c'est beaucoup plus. Bah pareil, il y a plus d'1 million de Sénégalais qui n'arrivent pas à avoir leur carte. Yow ban jàngat nga ci am? Le problème des cartes d'identité, des cartes biométriques, je peux dire que c'est catastrophique. Et la mine, quand l'autre ministre, Daouda Diallo, qui était le ministre de l'Intérieur, avait clairement déclaré que le montant est à 52 milliards de francs CFA pour les cartes biométriques sur une durée de 5 ans. L'État du Sénégal devait payer le montant sur une durée de 5 ans sur 5 décaissements. Ça a été clair. Il a expliqué devant l'institution de ce pays qui est l'Assemblée nationale. Il l'a dit devant la presse à plusieurs reprises. Le président de la République qui avait reçu la société civile, le même président qui avait reçu les partis politiques lors du démarrage de la dialogue politique, lui aussi, il a parlé de ces 52 milliards. Donc, c'était clair et net. Maintenant, sur ces 52 milliards, quand le Forum civil et d'autres organisations ont commencé à dénoncer les 52 milliards, les 52 milliards, car si on compare ce qui se passe en Algérie et dans d'autres pays, le Sénégal a payé au moins 6 fois plus que ces autres pays qui font plus de 30 millions d'habitants. Maintenant, quand tu regardes les sorties, le rapport présenté par ICIS, c'est la compagnie qui est en charge de confectionner les cartes biométriques. Quand ICIS a fait son rapport le 31 mars dernier,
ISIS a bel et bien déclaré que le contrat tourne aux environs de 83 milliards de francs, de 83 millions de dollars, c'est-à-dire un peu moins de 50 milliards de francs CFA, 49 milliards et poussière. Bon, Ali Ngouille, maintenant, qui est en charge du ministère de l'Intérieur, ce dernier a fait une sortie pour démentir les 50 milliards que le Forum civil est en train de dénoncer. Il dit ceci. Il dit que les gens racontent du n'importe quoi, car l'État du Sénégal n'a jamais dépensé 50 milliards pour ces cartes biométriques. C'est lui étant nouveau ministre de l'Intérieur qui a fait un décaissement de 12 milliards 500. Maintenant, il joue avec les mots. On ne parle pas, nous savons déjà que le paiement sera sur une durée de 5 ans avec 5 décaissements. Et selon toujours le rapport de ISIS, le décaissement, c'est un peu moins de 10 milliards par an. 10 milliards par an. C'est 9 milliards et quelques par an. Maintenant, lui qui veut défendre que les 52 milliards ou les 50 milliards n'existent pas, et ce n'est pas le coût global, il déclare qu'il a fait, c'est lui qui a fait le décaissement et il a fait un décaissement de 12 milliards 500. Une source très proche du ministère de l'Intérieur m'avait dit il y a un an de cela qu'en fait, c'est plus que 50 milliards. C'est aux environs de 60 milliards. Parce qu'au dernier moment, les cartes qui étaient destinées pour les cartes CEDEAO, et après que l'État du Sénégal a décidé d'y mettre maintenant les cartes électorales, dont ce que tu viens juste de décrire que tu n'as pas reçu, et avec des milliers de Sénégalais. Et ce qui a fait, pour cette source auprès du ministère de l'Intérieur, la bagatelle est de 60 et quelques milliards. Maintenant, si on suit la logique d'Aly Ngouille Ndiaye, qui a fait un premier décaissement de 12 milliards 500, alors qu'on doit faire 5 décaissements, on peut croire aux allégations ou à la déclaration de cette source qui est au ministère de l'Intérieur. Maintenant, un pays responsable qui est là, qui dit confectionner des cartes, mais où se trouve le problème de sortir le contrat pour montrer aux Sénégalais, voici le contrat que nous avions signé pour que vous puissiez tous avoir aujourd'hui des cartes biométriques. Mais rien n'est clair avec ce gouvernement. Dans un gouvernement où la déclaration, la sortie du président est différente du ministre de l'Intérieur, Daouda Diallo, son prédécesseur et son successeur qui vient, Aly Ngouille Ndiaye, sa déclaration est complètement l'opposé de la sortie de son prédécesseur. Donc, il y a un problème au sein de ce gouvernement. Rien n'est clair. Donc, sur cette partie biométrique encore, nous allons vers un autre scandale qui va encore épater les Sénégalais. D'accord. Donc, on voit, comme disait Martine Aubry, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Donc déjà, pratiquement dans tous les contrats du Sénégal, on a des loups et on va y revenir parce que nous avons vraiment plusieurs contrats. En tout cas, là, si j'ai bien compris, nous sommes en deçà des chiffres qui sont annoncés par les différents ministres de l'Intérieur. Voilà. Et malgré tout ça, comme je l'ai dit, nous n'avons toujours pas nos cartes biométriques. C'est pour cela que j'ai un problème avec le dialogue politique. Parce que quand on nous dit que Khalifa Sall, d'ailleurs on va y revenir parce qu'aujourd'hui on doit lever son immunité parlementaire. Certains, ils mettent sur la table sa libération avant d'aller au dialogue. D'autres mettent l'exil de Karim Wade avant d'aller au dialogue. Mais j'aurais bien aimé que tous disent on ne part pas tant que les Sénégalais n'ont pas reçu leur carte nationale d'identité. Et ça, justement, je pense que c'est quelque chose qui représente l'intérêt de la nation. Voilà. Mais justement, ça me fait une transition pour venir sur l'affaire Khalifa Sall. Donc, Khalifa Sall a été
arrêté selon donc, cet État pour des problèmes encore de malversation financière. Nous ne sommes que dans cela. Voilà. Qu'en est-il, toutes les recherches que vous avez faites, surtout au niveau des rapports de l'inspection générale d'État? Non, vous savez, le rapport de l'inspection générale, selon le président de la République, selon le président de la République, le rapport de l'inspection générale a donné des recommandations. Et l'une de ces recommandations, c'est de poursuivre le maire de Dakar. Bon. Toujours, sur ce rapport, il y avait aussi d'autres recommandations. De le poursuivre ou de l'arrêter? Baba Aïdara, de le poursuivre ou de l'arrêter? Juridiquement, de le poursuivre. D'accord. Bon, quand il dit de le poursuivre juridiquement, donc ça... non, ça vous dire une arrestation. Donc, bon, je dis, selon le président de la République, il dit que ce rapport a fait ses recommandations. Mais ce même rapport aussi a fait des recommandations pour poursuivre des proches du pouvoir. Et ces derniers ont été libérés. C'est le maire en personne qui est toujours assigné en prison. Et je te dis, Lamine, ce rapport de l'IGE n'a jamais, au plus grand jamais, recommandé des poursuites judiciaires à l'encontre de l'édile de Dakar. Ça, c'est moi qui dis. Comme le président dit poursuivre le rapport de l'IGE, cela veut dire que ce rapport doit être déclassifié. Mais pourquoi il refuse de déclassifier ce rapport? Tu es en train de suivre les recommandations de l'IGE suite à un rapport. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de déclassifier ce rapport pour édifier les Sénégalais encore? Il y a un autre problème sur le cas du maire de Dakar. On nous disait d'abord que ce gars n'avait pas une immunité parlementaire. Et ce même procureur, en connivence avec les juges, qui nous disaient que ce maire de Dakar n'avait pas une immunité parlementaire. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui retournent envers l'Assemblée nationale pour enlever son immunité parlementaire. On ne comprend plus rien ici. Il y a un mois, il y a 2 mois de cela, où il devait se présenter à l'Assemblée nationale pour cette législature, on lui disait qu'il ne peut pas sortir de la prison parce qu'il ne bénéficie pas de cette immunité parlementaire. Et maintenant, tu revois encore 1 mois après auprès de l'Assemblée pour qu'on enlève ce que tu disais qu'il n'avait pas. Donc tu vois combien la justice sénégalaise est manipulée par l'exécutif au Sénégal. Donc c'est tout un ensemble. Il y a tout un problème autour du cas du maire de Dakar qui montre aujourd'hui que la justice sénégalaise est manipulée par l'exécutif et qu'il faut qu'il y ait une réforme totale de cette justice. Et sans justice dans un pays, ça décourage même les investisseurs sérieux. Quand un investisseur vient dans un pays, son premier problème, c'est de voir, en cas de litige, est-ce que lui, il peut compter sur une justice stable et une justice juste. Mais si l'investisseur voit que c'est l'exécutif qui a sa mainmise sur la justice, c'est fini. C'est là où maintenant que tu assistes des cas comme Gadio, la corruption, les pots de vin, parce qu'il faut passer par ces gens du pouvoir pour gagner des marchés, et après tu seras toujours protégé par ces gens du pouvoir devant la justice. D'accord. Donc l'affaire Khalifa Sall a nu les faiblesses et les failles de la justice sénégalaise.
En tout cas, merci beaucoup pour ces développements. Une pensée à Yaye Ami Diop depuis Paris, donc qui s'investit beaucoup pour la libération de Khalifa Sall, avec Idrissa, avec Nikoy Diapale Nyap. Voilà. Et puis je pense aussi à ma tante Aïssatou Dembélé, donc qui est au Sénégal, qui nous écoute et qui était à l'ambassade d'ailleurs, diplomate du Sénégal aux États-Unis. Voilà. Donc nous sommes avec Baba Aïdara, le grand journaliste d'investigation qui vit aux États-Unis, et nous sommes en train de parler justement de toute cette nébuleuse autour de la gestion, en tout cas du régime du président Macky Sall actuellement. Et justement, pour continuer justement dans ces nébuleuses-là, le Sénégal vient de signer avec Alstom, une société française, l'acquisition d'un TER, un train express régional. Et le coût est estimé à 500 milliards de francs CFA pour 57 km, c'est ce que le président de la République a dit. Et parce que j'ai beaucoup travaillé quand même cette semaine les dossiers, et j'ai vu que le Nigeria paye le même prix à la Chine pour 187 km. Et je pense même que vous avez fait encore des investigations là-dessus, et là aussi, il y a des loups. Oui, il y a des loups, comme tu l'appelles. Bon, tu sais pourquoi? Je t'ai envoyé la description du projet. Le projet, quand l'APEX, qui est en charge de ces grands projets, de ces travaux de l'État du Sénégal, avait envoyé le tender aux investisseurs, à ceux qui veulent vraiment gagner le marché. Quand ils ont lancé ce marché sur le plan international, la description du projet était claire et nette, bien détaillée. Comment? Ils ont dit que la localisation, c'est l'axe ouest-centre. Et ils ont beaucoup insisté sur la longueur, en disant que la longueur est de 57 km. Donc, les compagnies qui s'intéressent, Alstom et entre autres compagnies, se sont lancées dedans. Le président de la République, qui revient auprès du peuple, déclare ceci, qu'il a signé le contrat avec Alstom, que beaucoup de personnes dénoncent. D'abord, vous qui êtes basé en France, vous nous dites que Alstom était en voie de faillite, etc., etc. Tout à fait. Bon. Le président nous déclare que ce contrat est à 568 milliards. Mais là encore, il trompe les Sénégalais. Le président fait du faux ou dit du faux? Mais tout est faux. Il déclare ceci, que le projet a été ficelé à 568 milliards. Alors qu'ici, il donne la distance entre Dakar et Diamniadio. Car il a bien dit que les 568, c'est entre Dakar et Diamniadio. Alors que le projet initial lancé sur le plan international, sur le marché international, était de 57 km. Il ne peut pas venir devant les Sénégalais, un peuple aussi fort, une crise économique jamais égalée dans ce pays, pour nous dire que les 57 km, c'est aux environs de 999 milliards de francs CFA. Mais attends, je vais t'arrêter là. Parce que cela veut dire, le président de la République, au lieu de nous parler de Dakar AIBD, aéroport Blaise Diagne, a dit Dakar Diamniadio, et ça change tout. Et ça change tout. C'est le prix. Le projet total, c'est 57 km et non 35 km. Parce que Dakar Diamniadio, c'est 35. C'est 35 km. Donc, les 22 km, où se trouvent les 22 km? Et le prix de ces 22 km. J'ai travaillé avec un ingénieur qui m'a donné le montant des 22 km. Il me dit qu'à Dakar, ce sera beaucoup plus cher, etc. Parce que là, il faut vraiment les questions de sécurité. Mais de Diamniadio et l'AIBD, c'est moins cher, car là-bas, bon, ils ont vraiment le boulevard, ils peuvent exploiter la forêt, etc., etc. Donc, les 22 milliards coûtent moins, les 22 km coûtent moins cher. Entre Diamniadio et AIBD coûtent moins cher que Dakar
Diamniadio. Donc, le président, au fait, et la presse encore si engouffre. Le projet, c'est 568 milliards. Tout le monde raconte les mêmes infos, 568 milliards, mais c'est plus que ça, car le projet, c'est pas 35 km, c'est 57 km. Donc, on parle ici de 999 milliards, un peu moins de 1000 milliards de francs CFA. C'est eux qui ont donné l'information, c'est eux qui ont lancé le projet sur le plan international. C'est pas moi qui le dis, mais c'est eux qui l'ont lancé sur le plan international. Et c'est ce que j'étais envoyé. Tu peux partager ça avec tes auditeurs? Tout à fait. J'ai vu, il y a 14 gares. Et les 14 gares dont le président parle. Mais pour te dire que le gars-là ne dit jamais la vérité. Les 14 gares dans le projet initial, les 14 gares, c'est dans les 57 km et non dans les 35 km. Les 14 gares, mais parle-moi d'un TGV de 14 gares sur 35 km. Mais on n'a plus besoin de TGV. Chaque 2 minutes, le train va s'arrêter. 14 gares en 35 km. Mais c'est extraordinaire. Donc, tu vois comment encore il est en train de faire sa manière de communiquer avec les Sénégalais. De cette presse qui ne peut pas voir plus loin que son nez, non, on ne sert du tout. Et c'est ça le malheur dans ce pays. Mais justement, au-delà justement de cette forme de communication, mais où passe l'argent de la surfacturation? Parce qu'on trouve des surfacturations dans tous ces projets. Mais c'est là où on doit être sérieux sur les financements de nos partis politiques. Tu sais, même le pétrole sénégalais est rentré dans les partis. Non, le pétrole, on va y revenir. Non, je donne juste le temps. Même le pétrole sénégalais est rentré dans le financement des partis politiques. Donc, ces surfacturations vont directement dans les partis, dans leurs poches et dans une fondation mystérieuse qui est au Sénégal, la fondation Servir le Sénégal. Voilà une fondation. Gérée par la femme du président de la République, Macky Sall. Dans la première dame. Donc voilà une fondation qui donne des millions à tour de bras, qui envoie des journalistes soignés en Europe, leurs familles. Une fondation qui achète même des maisons pour ces journalistes, etc. Mais on ne sait pas d'où vient l'argent. Il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas une institution qui a voté un tel budget. Mais ne me dites pas qu'à la présidence, il y a une arbre qui est là-bas et qui donne de l'argent à la première dame. L'argent doit venir quelque part. Mais on parle de milliards, de milliards encore. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. Là, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en train d'écouter Baba Aïdara, journaliste d'investigation aux États-Unis. Et justement, j'emprunte une assertion à un ancien président des États-Unis, Truman, qui disait « On ne peut pas devenir riche en étant politicien à moins d'être un escroc ». Et là, je pense qu'on est sur la droite ligne de sa définition. Voilà, donc Baba Aïdara, vraiment merci pour tout cela. Et on va attaquer maintenant le nœud du problème, le gros, parce qu'on a des surfacturations de partout. Mais là, parce que là où il y a du pétrole, en tout cas en Afrique, Richard, il y a énormément de guerres, des problèmes. Et nous, quand même, nous avons le droit d'essayer de prévenir, d'essayer de tout faire pour qu'on n'en arrive pas là. Et donc, nous avons un devoir d'éclairage, un devoir pour tout simplement à ce que tous les Sénégalais puissent savoir ce qui se passe. Donc là, Baba Aïdara, je voudrais qu'on revienne sur le rapport, l'inspection générale d'État sur le pétrole. Mais avant cela, j'aimerais tout simplement donc mettre au parfum un peu nos auditeurs sur ce qui se passe, parce qu'après, vous allez beaucoup développer. Donc, l'IGE, c'est la crème de contrôle de l'État du Sénégal. Voilà. Et cet IGE... fait du très bon boulot. Maintenant, charge au président de la République, en tout cas de déposer ce rapport chez le procureur ou autre. Maintenant, j'aimerais
tout de suite qu'on essaie de rentrer dans les vifs du sujet parce qu'il y a deux personnes, deux inspecteurs généraux d'État qui s'appellent Gallo Samb et Oumar Sarr. Et ils ont interrogé donc M. Alfousseyni Won, qui est conseiller d'exploration à Petrosen, la société des pétroles du Sénégal, et Mme Ndeye Aïssatoussi, qui est conseillère juridique aussi à Petrosen. Est-ce qu'on peut savoir en 2 mots pourquoi Petrotim, pourquoi l'IGE a été lancé? Voilà. Voilà. Donc, il faut savoir d'abord, le 12 janvier 2012, un contrat a été signé entre le régime sortant, c'est-à-dire le ministre de l'Énergie de l'époque, Karim Wade, et une compagnie dénommée Petrotim. C'était le 12 janvier 2012. Selon mes investigations, je me suis rendu compte que Petrotim n'existait pas, car cette compagnie a été créée 3 jours après la signature du contrat. Donc, c'était une compagnie fictive qui ne remplissait pas les conditions requises qu'une compagnie doit avoir pour gagner un marché d'exploration et d'exploitation au Sénégal dans le domaine pétrolier et gazier. Car le contrat, le code pétrolier est clair. Il faut avoir les moyens financiers et les ressources humaines pour pouvoir gagner un marché au Sénégal. Alors qu'une compagnie qui n'est pas encore créée ne peut pas démontrer cette force. C'est sûr. Bon. Donc, là, il y avait un problème. Entre-temps, il y a un changement de régime. Et le 2 mai, une compagnie dénommée Tullow Oil profite du changement de régime intervenu le 25 mars 2012 pour contester le contrat signé par Karim Wade. Avant qu'on y arrive, Baba, donc il faut rappeler que Karim Wade a commencé donc la négociation avec sur le pétrole avec les autres entreprises, mais entre-temps, le 2 avril 2012, le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Et quand il est arrivé au pouvoir, les dates sont importantes, hein, j'insiste. Le 2 avril, arrivée du président Macky Sall au pouvoir, et le 1er mai 2012, la société Tullow Oil s'est rendu compte que Karim Wade a signé avec Petrotim. Bon. Il faut quand même se référer aussi sur le code pétrolier. D'accord. Le code pétrolier aussi dit ceci. Une compagnie peut signer un contrat avec un ministre. Une compagnie peut signer un contrat avec Petrosen. Mais cette compagnie n'a pas encore tous ses droits d'exploration et d'exploitation. La seule instance, la seule institution qui peut te donner la licence, c'est la présidence. Un décret du président de la République. Tu peux avoir n'importe quel autre contrat signé avec le directeur de cabinet, avec le ministre, avec le directeur de Petrosen. Ça, c'est le code pétrolier. C'est seul un décret présidentiel qui te donne ces droits d'opérer. Donc, comme tu dis sur les dates, oui, c'est ce que je disais. C'est le 2 mai qu'une lettre est tombée sur la table de Aly Ngouille Ndiaye. Bàyyil ma lire lettre bi. Ouais. Je vais te donner. Ouais. Bàyyil ma lire lettre bi. Après nga ñëw. Donc lettre bi, c'est écrit par Madame Awa Ndongo. Et Awa Ndongo a saisi cette occasion, à l'occasion de l'arrivée du nouveau président de la République le 2 avril 2012. Elle s'est dit, depuis le 1er mai, elle a vu qu'elle est en train de négocier avec l'État du Sénégal. Mais entre-temps, elle a vu que l'État du Sénégal a déjà signé le contrat le 17 janvier avec Petrotim. Donc, il y a quelque chose qui se passe. D'autant plus que l'équipe de Karim Wade est en train de continuer à lui demander de l'argent, dont les 3 millions de dollars de Nentidel aussi. Donc là, elle a saisi la lettre, Mme Awa Ndongo de Tullow Oil, pour dire, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Énergie et des Mines, depuis 3 ans, nous avions démarré des négociations avec les différents ministres de l'Énergie, Monsieur Samuel Sarr et Monsieur Karim Wade, en collaboration avec la compagnie Petrosen. La proposition de Tullow Oil consistait à obtenir 3 licences.
Kayar Offshore profond, Saint-Louis profond et en plus de celle de Saint-Louis Offshore déjà acquise depuis 2004, la suite du rachat de la compagnie Énergie Africa. Ces négociations se sont heurtées à beaucoup de difficultés liées à des malversations proposées par ces deux ministres cités ci-dessus. Ce qui nous a beaucoup gênés. Avec patience et courage, nous avons poursuivi notre objectif pour arriver à obtenir les mêmes succès au Sénégal que ceux que nous avons eus en Afrique, plus particulièrement au Ghana, en Mauritanie et tout récemment en Guyane française et au Kenya et partout ailleurs dans le monde. Cette obstination symbolise le lien affectueux qui nous lie au Sénégal, le pays où tout a démarré il y a de cela 23 ans. Pour preuve que nos négociations se sont poursuivies jusqu'en mars 2012. Toujours, c'est Karim et Wade qui sont au pouvoir. Le 19 janvier 2012, M. Mbodj, directeur de Petrosen, nous réclamait 1,5 million de dollars par bloc en guise de bonus de signature. Concernant Saint-Louis Offshore que nous détenons et qui a fait l'objet d'un renouvellement en 2012, nous avons payé une pénalité de 3 millions de dollars, donc 2 milliards de francs CFA, dans le compte de Petrosen en France en mars 2012. La deuxième preuve que nous étions toujours en négociation avec Petrosen sur les blocs de Saint-Louis Profond et Kayar Offshore Profond, au mois de février 2012, deux de vos collaborateurs, M. Dem, directeur des hydrocarbures, et Mme Touré du même service, ont participé à la réunion de négociation, ainsi que la délégation de Tullow Oil et bien entendu M. Mbodj, le directeur de Petrosen et de ses collaborateurs. Troisième preuve. Au mois de février et mars 2012, les délégations de Tullow Oil se sont succédées au Sénégal pour continuer les négociations. C'est pourquoi, à notre grande surprise, nous avons appris aujourd'hui, le 1er mai 2012, qu'une compagnie coréenne dénommée Petrotim Limited aurait signé avec M. Karim Wade et M. Mbodj depuis le 7 janvier 2012. Notre question est de savoir pourquoi, après ce soi-disant accord signé depuis le 7 janvier 2012, les directeurs de Petrosen et M. Karim Wade ont continué à nous demander d'accepter d'ajouter à notre offre globale 1,5 million de dollars par bloc, c'est-à-dire pratiquement 1 milliard de francs CFA. Donc, vu la situation, la compagnie Tullow Oil a dépêché son directeur pour l'Afrique de l'Ouest, qu'il arrive ce soir par le vol Air France et qui souhaite vous rencontrer demain, lundi 3 mai 2012, si possible. Voilà, nous vous remercions très sincèrement, Excellence, etc. Voilà la lettre qui a mis un peu le feu aux poudres, parce que le président, si vous voyez cette lettre, peut-être dañu bëggoon temps yooyu jàpp Karim Wade parce que c'était une demande sociale. Président ne nag léegi am naa fu ma jàpp ne IGE jógal nga dem xoolal ma affaire bi. Allez, Baba Aïdara, ma bàyyi la nga continuer. Allô? J'ai perdu Baba Aïdara, j'ai l'impression. Allô? Non, allô, j'étais en pause là. Voilà. Quand tu parles, je suis en pause. Tout à fait. Donc voilà, j'ai lu la lettre et comme président, il voulait en profiter pour dire Karim Wade, ma bàyyi la nga continuer. Voici ce qui a déclenché l'enquête de l'IGE. Donc le président de la République a soutenu sur cette lettre. Et voilà. Et tu sais qu'est-ce qu'il avait dit? C'était une occasion. Voilà une occasion pour étrangler Karim Wade et son père. C'était la déclaration du président. Et aussitôt, l'ordre de mission est donné à l'IGE. L'IGE, c'est le corps d'élite de l'État. C'est seul le pouvoir, c'est seul le président qui a le pouvoir de faire sortir l'IGE. Donc, l'IGE, sous la conduite de Nafingom Keïta, a donné la mission à deux inspecteurs, Gallo Samb et Oumar Sarr. L'ordre de mission numéro 35 PR CAB IGE du 30 mai 2012. Quand l'IGE a commencé maintenant les enquêtes, l'IGE a entendu les cadres de Petrosen. Et je vais te donner, par exemple, je vais te lire quelques questions qu'ils ont pu poser au cadre de Petrosen. On prend par exemple Aïssatou Sy. Aïssatou Sy, fonction conseiller juridique. On y va sur la 5e question. Est-ce que vous avez toujours l'obligation de vérifier les capacités juridiques,
financières et techniques des compagnies qui vous font des offres? Sa réponse: oui, on vérifie avec les bases de données que nous avons. Sinon, nous allons sur le net pour vérifier. Question: vous est-il arrivé de donner un avis défavorable à une compagnie pour raison de capacité juridique insuffisante? Oui, nous est arrivé de mettre un avis défavorable pour capacité insuffisante, technique ou financière. Des fois, pour nous, la capacité technique et juridique sont liées. Avez-vous eu connaissance de la signature du contrat de recherche d'hydrocarbures avec Petrotim? Oui. Comment et quand? Au mois de mars. C'est là où maintenant les souteneurs de Karim Wade nous disent que cette signature du 12 janvier a été antidatée par le régime de Macky Sall. Là, c'est vraiment Aïssatou Sy, conseiller juridique, qui parle. On a demandé comment et quand. Il dit qu'au mois de mars, courant mars, le directeur général nous a convoqués, le directeur de la promotion, Medou et moi, dans son bureau. Il nous a demandé de lui préparer un projet de contrat avec les meilleurs termes pour Petrotim. Je pense que c'est durant la semaine du 19 mars 2012. Est-ce qu'on vous a remis un dossier de base de Petrotim en vue de la préparation du projet de contrat? Non, nous n'avons pas eu de dossier de base. Nous avons rédigé un projet de contrat sans dossier de base. C'est extraordinaire. Comment avez-vous eu les références de Petrotim? Nous avons fait des recherches sur le net et avons découvert que Petrotim est une filiale de la société PetroAsia. Donc, c'est Aïssatou Sy qui parle. On y va à la 19e question. Trouvez-vous normal que Petrosen demande à Tullow le 19 janvier un bonus de signature pour rendre son offre attractive, alors que le bloc offshore pour lequel ce bonus a été demandé avait fait l'objet d'un contrat de permis de recherche signé avec Petrotim le 17 janvier 2012? Réponse: notre bonne foi ne pouvait pas présumer un tel cas d'espèce. Nous ne pouvions pas imaginer qu'il y aurait un autre contrat avec Petrotim. Et pourtant, date du 17 janvier, alors que nous avons élaboré le projet de contrat courant mars, c'est vraiment pour nous une situation imprévue. Question: est-ce que l'offshore objet du contrat signé avec Petrotim faisait partie des négociations en cours avec Tullow? Sa réponse positive: oui. Donc, c'est la conseillère juridique qui nous parle. On y va maintenant sur l'autre. Parce que les contrats, voilà des personnes prêtes sur ces contrats. La fonction de Medou, de Al-Hussein Wan, conseiller d'exploration à Petrosen. Il faut bien écouter M. Wan. Sur la 7e question, les inspecteurs lui demandent: avez-vous eu connaissance du contrat signé entre, d'une part, l'État du Sénégal, d'autre part, Petrosen avec Petrotim? Courant avril 2012, la veille de ma mission à Houston, aux États-Unis, j'ai été invité par le directeur général dans son bureau. Il m'a fait part de la signature d'un contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures. Et j'ai constaté que le dit contrat portait la signature du directeur général de Petrosen et du ministre en charge de l'énergie, le ministre d'État Karim Wade. J'ai fait observer au directeur général que sans l'approbation du président de la République, pour moi, il n'y a pas de contrat. C'est ce que je te disais là. Tu peux signer le contrat, mais c'est seul le président qui a ce pouvoir de donner la licence. Et c'est ce que dit Al-Hussein Wan. Et il continue. Plus tard, courant juin, en parcourant le rapport de présentation du décret d'approbation du contrat signé avec Petrotim, j'ai su que celle-ci est une filiale de PetroAsia, dont le siège se trouve à Hong Kong. Je crois me souvenir que le contrat a été signé au mois de janvier. Pourquoi estimez-vous que ce n'est pas un contrat? Le contrat doit être approuvé par décret pour être valable. Avez-vous vérifié si Petrotim est effectivement une filiale de PetroAsia? Réponse: non. Je ne connaissais même pas l'existence de PetroAsia
à plus forte raison de Petro-Tim. Donc, même Al-Fousseyni, personne clé ne connaissait pas Petro-Tim. C'est la 6e question. Est-ce qu'il y avait d'autres concurrents sur les blocs qui ont été attribués à Petro-Tim? Ça répond, il y avait beaucoup de concurrents, comme Tullow Oil, avec laquelle nous étions en négociation. Les négociations avec Tullow étaient très avancées. Avec Tullow, nous étions en fin de négociation, car il y avait accord sur pratiquement tous les points de négociation. Le seul point sur lequel il n'y avait pas encore un accord portait sur la clé de répartition des productions et profits en cas de découverte de gaz. Lorsque j'ai constaté que ces 2 blocs ont été attribués à Petro-Tim, j'ai exprimé au directeur général ma désapprobation parce que j'ai trouvé la manière peu élégante. Il y a un gentleman agreement qu'il faut respecter. La signature du contrat avec Petro-Tim n'est pas bonne pour la réputation de Petrosen et l'image du Sénégal. Je veux parler des méthodes utilisées pour signer ces contrats. Les compagnies qui avaient déjà leur demande enregistrée au Sénégal pour les mêmes blocs, apprenant que l'État du Sénégal a signé avec Petro-Tim, dont la demande n'était pas préalablement enregistrée, auront une mauvaise image du Sénégal. Or, dans le secteur pétrolier, les acteurs se connaissent. Donc, au vu de tout ce que tu as dit, on a vu que Al-Fousseyni avec Mme Aïssatou Sy n'était pas du tout d'accord pour le contrat avec Petro-Tim, qui n'avait pas, en tout cas, toutes les prérogatives pour pouvoir avoir ce contrat. Ben là, il y a pire. L'actuel directeur Mamadou Faye, qui est aujourd'hui, qui passe dans les plateaux de TV, sur tous les plateaux de TV, pardon, et qui défend bec et ongle Aliou Sall et son frère, mais lui, il a été entendu par les inspecteurs. La question 17 concernant Mamadou Faye. Connaissez-vous Petro-Tim? Vous savez quelle est sa réponse? Non, je n'avais jamais entendu parler de Petro-Tim auparavant. Quand avez-vous eu connaissance de la compagnie Petro-Tim? Avez-vous effectué des recherches sur celle-ci? J'ai effectué des recherches, mais je n'ai rien trouvé. Dans le monde, les compagnies pétrolières sont vite identifiées. La centaine de compagnies pétrolières qui existent dans le monde est connue de tous les milieux pétroliers. Question 19. Est-ce dire, selon vous, que Petro-Tim ressemblerait à une compagnie spéculatrice? Ma première impression a été de loger Petro-Tim dans cette catégorie, d'autant plus que les blocs attribués à Petro-Tim sont très sollicités. Il y a de forts risques que les droits résultant du permis de recherche attribués soient rétrocédés. Et voilà ce qui s'est passé. Ces biens ont été rétrocédés. Il y a une autre personne, pour ne pas perdre du temps, Joseph Medou. Joseph Medou, c'est le directeur de la promotion de Petrosen. 7e question, en dehors de Tullow, avez-vous reçu d'autres demandes? Il confirme. Pour ce qui concerne le Petro-Tim, j'ai été saisi par mon directeur pour l'établissement du projet de contrat avec les meilleurs termes. Selon ses dires, il a été saisi dans ce sens par le ministre de l'Énergie, Karim Wade. Question 8. En quelle période avez-vous été saisi? Courant mars 2012. Donc, Medou qui insiste sur le mois de mars 2012. J'ai terminé la préparation du projet de contrat le 22 mars 2012, selon mes souvenirs et le fichier à ma possession. Je peux vous donner avec précision la date d'établissement du projet qui se trouve dans mon ordinateur. Cette demande a-t-elle été examinée par la commission? J'ai été saisi du dossier de Petro-Tim à titre confidentiel, de sorte que pour son traitement, seuls quelques membres de la commission d'évaluation y ont été associés. Avez-vous effectué des recherches sur Petro-Tim? Avant la préparation du projet de contrat, la note de présentation et le décret, j'ai effectué sur le net des recherches sur Petro-Tim. Les résultats étaient maigres. Voilà des personnes clés sur le dossier. Les inspecteurs ont interrogé une vingtaine de cadres à Petrosen. Tous sont d'accord que Petro-Tim ne remplissait pas les conditions.
Maintenant, le président de la République... président de la République. Donc là, on a compris déjà que les malversations ont quand même commencé. On ne va pas tout imputer à Macky Sall sous Karim Wade, parce que déjà, il demandait des bonus de signature de pratiquement 1 milliard de francs CFA, et il demandait aussi à Tullow Oil de payer donc ces 3 millions de dollars, c'est-à-dire 2 milliards de francs CFA, pour des blocs qui ont été déjà vendus. Donc, côté Karim Wade, on est bien d'accord? Ah non, absolument. Voilà. Il y a une date. Oui, vas-y. Mais non, le problème, c'est ce qui a déclenché le réveil de la crise. Wow, parce que dans 3 millions. Parce qu'il nous reste 15 minutes. Donc, si on peut raccourcir. Ah non. Voilà. Donc, comme il nous reste 15 minutes, on va dire que, oui, ça va très très vite. Je savais que ça allait très vite. Voilà. Macky Sall, donc, il a voulu coincer Karim Wade parce que Karim Wade a fait 2 milliards. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. En croyant que Karim avait mangé l'argent, les enquêtes ont révélé que l'argent est resté sur place. Karim Wade n'a pas touché l'argent. Ce qui démontre que Karim ne maîtrisait pas comment marche l'administration sénégalaise. C'est Karim qui a demandé que l'argent soit versé dans le compte de Petrosen basé à Paris, alors que l'argent devait être versé au trésor public. Maintenant, pourquoi cette précipitation de Aly Ngouille Ndiaye? C'est ce que les inspecteurs disent dans le rapport. Après avoir demandé l'annulation du permis, ils disent ceci: la soumission précipitée par M. Aly Ngouille Ndiaye, ministre en charge du secteur pétrolier de la même convention, signée à nouveau par Petrotim, accompagnée d'un projet de décret portant approbation de la dite convention alors que celle-ci avait été déjà contresignée. Elle est surprenante car la présente enquête a été ordonnée par le président de la République sur saisie du même ministre qui n'a pas attendu les résultats de l'enquête. C'est là. Maintenant, pourquoi le ministre n'a pas attendu les résultats de l'enquête? Justement, c'est là que tu me permets, Grand, de dire justement aux auditeurs qui sont en train de nous écouter. Je suis avec Baba Aïdara depuis les États-Unis pour étayer cette histoire du pétrole. Donc, le président de la République qui avait diligenté donc l'enquête de l'IGE s'est précipité, parce qu'il faut le dire maintenant, le 23 mai, retenez toujours les dates, hein, le 2 mai, la lettre de Mme Awanongo est partie. Le 30 mai, le président de la République, Macky Sall, pour essayer d'épingler Karim Wade, a lancé les enquêtes de l'IGE. Mais entre-temps, le 23 mai, le frère du président de la République fait irruption dans ce dossier. Donc, monsieur... Voilà ce qui a changé les données. Effectivement. Donc, le frère du président de la République, donc Aliou Sall, le 23 mai, fait irruption parce que Franck Timis est parti le voir pour lui dire « Créez-moi une entreprise ». Et donc, du coup, comme le frère est venu, le président a changé son fusil d'épaule. Il a changé son fusil d'épaule, effectivement. Parce que maintenant, les données ont changé. Maintenant, il y a l'implication de son frère. Comme l'argent qu'on croyait que Karim avait mangé, l'argent était sur place. Bon, donc, pratiquement, il n'a plus les moyens de coincer Karim. C'est après qu'il a fait réveiller sa créée là. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé entre-temps et qui a pu pousser le président et son ministre d'alors de se précipiter pour signer le décret? C'est parce qu'il y a l'entrée maintenant de Aliou Sall, car Franck Timis a été informé par l'ex-directeur de Petrosen, Kanouté, qui est l'actuel directeur d'une autre compagnie de Franck Timis, que des enquêtes sont en train de se faire intérieurement ici au Sénégal et tu risques de perdre le contrat. Et c'est là où Franck Timis est venu rencontrer Aliou Sall. Et je vais te dire, on nous parle d'un salaire de 10 millions pour un représentant, quelqu'un que le Premier ministre qualifié de poste, de boîte postale. 10 millions par mois. Alors que Franck Timis, qui a deux licences ici en Gambie, son représentant, Badou Conté, gagne par mois 1,5 million. Aliou Sall, qui gagne 10 millions par mois, l'autre représentant de Franck Timis gagne 1,5 million en Gambie. Donc il y a un problème ici.
Non, il n'y a pas de problème. C'est juste le frère du président de la République. Donc, il est bien placé. Donc, il paye le prix fort. Donc, l'irruption du frère du président a fait que le président de la République est allé signer un décret. Et maintenant, le rapport de présentation d'Ali Ndiaye qui allait motiver la signature du décret est basé sur des faux. Toutes les informations de ce rapport d'Ali Ndiaye est basé sur des faux. Un rapport du 7 juin 2012. Vous pouvez lire ça à vos auditeurs. Oui. Allez, hop, il est où le rapport? Donc, le rapport du ministre Ali Ndiaye, le contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures conclu entre l'État du Sénégal et les sociétés Petrotim et Petrosen qui constituent le contractant a pour objet la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux dans le bloc de Saint-Louis offshore. Petrotim Limited est une compagnie enregistrée aux îles Caïmans, filiale à 100% du groupe Petro-Asia Resources Limited, ayant son siège social à Hong Kong. La suite, voilà l'adresse. Petro-Asia Resources Limited est un groupe de sociétés contrôlées par les investisseurs basés en Asie. Petro-Asia est doté d'une expérience avérée et réussie dans le secteur de l'énergie et notamment dans l'exploration-production des hydrocarbures. Ce contrat est signé pour une période initiale de recherche de 2 ans renouvelable 2 fois pour une durée de 3 ans pour le premier renouvellement et pour une période de 2 ans et demi pour le second renouvellement, soit une période de recherche totale de 7 ans. OK. Ouais, c'est bon. Donc, ce qui est important ici, on nous parle maintenant de cette grande compagnie Petro-Asia. Voilà pourquoi Ali Ndiaye dit qu'on doit leur donner la licence. Parce que Petrotim est filiale d'une grande compagnie qui a une expérience avérée. C'est-à-dire que c'est pour rentrer dans les conditions du code pétrolier sénégalais. Je me suis intéressé à Petro-Asia qui a fini d'esclaviser le monde du pétrole selon les dires d'Ali Ndiaye. Je me suis rendu compte, le rapport de présentation d'Ali Ndiaye a été présenté le 7 juin, alors que la compagnie dont il parle, cette compagnie a été créée 3 mois avant la présentation de ce rapport, c'est-à-dire le 6 mars 2012. J'ai vérifié cette compagnie à travers le monde. Cette compagnie, elle n'a jamais eu de contrat pétrolier ni gazier. Je me suis rabattu au niveau du Foreign Press Center, un démembrement du département d'État où tous les journalistes accrédités aux États-Unis peuvent avoir des informations. Le Foreign Press Center me met en relation avec l'ambassadeur chinoise basé à Washington. On me met en relation avec la Chambre de commerce de Hong Kong. Je me suis rendu compte que la compagnie dont Ali Ndiaye parlait est non seulement créée 3 mois avant le rapport d'Ali Ndiaye, et cette compagnie a été créée par une seule personne, un bras armé de Frank Timis, et le budget de la compagnie et son rapport financier de 2012 en 2016, son rapport financier tournait aux environs de 5 millions de francs CFA. Voilà cette compagnie qui, Ali Ndiaye, nous racontait ses merveilles à travers le monde. 5 millions de 2012 à 2016. Et quand les gens se sont rendus compte que Baba Aïdara est en train de s'intéresser sur la compagnie Petro-Asia Resources, la compagnie a été dissoute en septembre 2016. Le 15 septembre 2016. Maintenant, 2016. Et à partir de là, au moment où la tension était au Sénégal sur ce dossier, ils sont partis dissoudre la compagnie. Mais tout est fermé. Tout est fermé, verrouillé, pour que les Sénégalais ne soient pas informés. Et le malheur est que le président de la République est là, en train de protéger son frère avec la complicité de la presse. Donc, pour ne pas retenir, parce que je sais que tes auditeurs veulent intervenir pour quelques minutes, vous êtes libre. Ça va être un peu compliqué, mais bon. Ouais. Là, ils ont préféré tous écouter. Voilà, je reçois les SMS, mais c'est bien comme ça. Au moins que les choses soient claires. Et peut-être samedi prochain, on pourra ouvrir les antennes pour qu'ils puissent rebondir là-dessus. Voilà, donc on continue. OK. Donc, la compagnie dont Ali Ndiaye nous parle était du TAC. C'est énorme. C'est énorme. Et la compagnie, après, les Chinois m'ont dit que c'était un SPV. Qu'est-ce que c'est qu'un SPV? SPV, Special Purpose Vehicle. C'est-à-dire que cette compagnie a été créée juste pour une opération. Après cette opération, la compagnie doit être dissoute, démantelée.
Et c'est ce qui s'est passé. Une compagnie créée le 6 mars 2012, après les transactions, en septembre 2016, au moment de la tension au Sénégal sur ce dossier, la compagnie a été dissoute. Parce qu'il y a un journaliste d'investigation qui s'intéressait sur ce dossier. C'est terrible. Le président, ici, pour être clair, le traître ici, le manipulateur, le voleur, ce n'est personne d'autre que la personne du président de la République. Ah bon, c'est le président Macky Sall qui est derrière tout cela? Mais c'est lui qui connaît le pétrole. Je vais te dire, tu seras très surpris. Une compagnie pétrolière, je t'ai envoyé le document en anglais. Tout à fait. La compagnie dénommée Vanco. Vanco avait fait des recherches au Sénégal, sur Kayar et Saint-Louis, spécifiquement dans ces deux zones. Vanco a présenté un rapport au gouvernement sénégalais le 5 mai 2000. Quand ils ont présenté ce rapport, ils ont dit que dès à présent, le Sénégal doit penser à mettre des pipelines qui doivent passer de Kayar, la fosse de Kayar, Saint-Louis, détroit de Gibraltar, pénétrer l'Espagne afin de vendre du gaz. Ils ont bien dit du gaz à l'Europe qui est en train de subir le dictat russe. C'est énorme quand on dit que le Sénégal, juste dans deux zones, Kayar et Saint-Louis, d'installer des pipelines pour sortir l'Europe de cette crise de gaz, etc. Donc, tu peux imaginer combien c'est grand. Et maintenant, ce rapport a été présenté le 5 mai 2012 par Vanco, une compagnie basée à Houston, dont j'ai contacté. La chargée de communication, Janice, me confirme l'information avec un email. Cette compagnie-là, au moment de déposer ce rapport, qui était le directeur de la banque de données de Petrosen? C'était Macky Sall. Macky Sall était le directeur de la banque de données de Petrosen. Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, 3 mois après, il signe un décret aussi nébuleux que ça pour accorder ces deux zones à son frère, Saint-Louis et Kayar. Et voilà aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir sur Saint-Louis et Kayar? Ils sont en train de découvrir des réserves de gaz énormes. La dernière découverte à Saint-Louis, sur la zone Yakar, selon toujours Cosmos dit 8 trillions cubical feet, l'exploitation dure au moins 30 ans. Nous déjà, on a déjà trouvé plus de 72 trillions mètres cubes. Et cette zone est en train de dominer les deux zones les plus prometteuses en Afrique, c'est-à-dire Bouzi, les deux grands puits de gaz en Afrique de l'Ouest, Bouzi du Nigeria et un autre puits en Afrique, c'est en Guinée équatoriale en fait. Pas en Afrique de l'Ouest, mais en Guinée équatoriale. Je crois que c'est j'ai oublié le nom du bloc. Ce sont les deux plus grands blocs d'Afrique. Actuellement, ce bloc Saint-Louisien domine Bouzi du Nigeria et l'autre de la Guinée équatoriale. On nous dit que ce qu'on a trouvé à Kayar, dans un seul puits, peut ravitailler l'Afrique pendant 7 ans. 24 heures sur 24. Donc le président qui était le chef, il y avait un chroniqueur célèbre qui vous disait fonction bu gën a mag bi mu mën a am moo di chef de service de Petrosen. Donc ce chef de service de Petrosen qui avait les données, parce qu'étant le chef de service de la banque de données, arrivé au pouvoir 3 mois après, il donne ce contrat à son frère. Aujourd'hui, c'est là où on est en train. Qu'est-ce que le magazine offshore a qualifié le pétrole sénégalais? Le gaz saint-louisien et du Kayar. Ils l'ont dénommé un éléphant dans une chambre. Elephant in the room. Parce que chaque jour, il y a une découverte. Le vol est organisé.
C'est un délit d'initié. Baba. C'est personne n'en parle. Baba Aïdara. Gars yi kontaan nañu kontaan boo xam ne nee nañ bugguñu woote pour yàq vraiment la maîtrise parce que tu maîtrises tellement les sujets, ils sont tous en train d'écouter. Par contre, il y en a qui m'ont demandé ñu ngi koy ñaan si samedi prochain tu peux nous accorder peut-être pas aussi long mais au moins une petite demi-heure pour répondre à leurs questions. Voilà, je sais que c'est compliqué, comme je dis, c'est 5 heures du matin aux États-Unis. Voilà, il s'est levé très tôt pour nous. Vraiment, les gens, ils sont heureux. Et vraiment, si c'est possible, voilà, nous calons samedi prochain pour une demi-heure, répondre à leurs questions parce qu'ils ont beaucoup de questions qui arrivent, vraiment, et ils sont là en train de t'écouter. Et nous sommes arrivés au terme de l'émission. Et voilà, je répondre, juste une petite question de ma part. Mais Franck Timis, le milliardaire, t'avait porté plainte. Mais Bétail, on ne sait pas où en est la plainte. Ironie du sort, vous m'avez invité à la date d'anniversaire de la plainte. Ça fait 1 an que cette plainte a été déposée. Mais il n'y aura jamais de convocation. Et je l'ai toujours soutenu. J'avais dit à Hassan Djomagaï, j'avais dit à Biran Sek, le procureur ne nous convoquera jamais. C'est pourquoi? Parce que l'État du Sénégal s'est rendu compte que Baba Aïdara détient le rapport de l'IGE sur Petrochim. Et ça clôt le débat. Ça clôt le débat. Parce qu'arrivé à la cour, je n'ai même pas besoin de parler. Je vais juste sortir le rapport de l'IGE. Car tout ce que je disais, c'est ce que ce rapport de l'IGE a dit. C'est tout. C'est clair et net. Donc voilà pourquoi il n'y aura jamais de procès, il n'y aura jamais de convocation devant le tribunal. Ben, en tout cas, Baba Aïdara, vraiment, je te remercie. Voilà, donc il y a beaucoup d'auditeurs, je peux même les citer. Nyom Adam Ley, Issa Ndoye, Medoun Dien, donc Nyom Mohamed Thiam, vraiment tout le monde voudrait poser des questions. Donc, voilà, on en discutera dans la semaine, mais les auditeurs de Radio Galère Marseille sont extrêmement heureux de la maîtrise des dossiers que vous avez avec des documents à l'appui et j'espère qu'on en fera d'autres émissions parce qu'il est temps qu'on mette à nu tous ces présidents de la République et leurs familles qui sont en train vraiment de créer cette malversation avec notre argent. En tout cas, merci beaucoup Baba Aïdara. Merci à vous et bonne journée. Merci, bonne journée et puis on te laisse aller dormir un tout petit peu. Ouais. Allez, merci Baba. Voilà, donc c'était Baba Aïdara, le journaliste d'investigation qui vit aux États-Unis et comme vous avez vu, qui nous a parlé de l'arrestation du ministre des Affaires étrangères du Sénégal aux États-Unis, de l'implication du président de la République et de son frère sur la gestion du pétrole au Sénégal. Mais écoutez, comme disait Orwell, en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Nous continuerons en tout cas, si c'est ça la révolution, à le faire au niveau de Radio Galère. Bonne émission avec Étienne et à samedi prochain. À samedi prochain, Amine. Bon week-end à tous. À bientôt. Au revoir.